Dans son budget 2026, l'État a taxé les holdings et les hauts revenus, augmenté les taxes sur les placements, durci les malus auto, taxé les petits colis. Pourtant, le pays est en déficit pour la 52e année consécutive. En 2026, les dépenses vont surpasser les recettes de 5,1%. Un État à découvert en gros. Mais rien de nouveau, car aucun gouvernement, aucune réforme, aucune couleur politique n'est arrivé à équilibrer le budget depuis 1974. On a un problème avec nos recettes. Pas vraiment, la France est déjà l'un des pays les plus taxés d'Europe et du monde, et qui redistribue le plus. Le problème n'est pas là. En réalité, il y a un bug dans la conception même du modèle, qui s'explique avec des maths très simples. Un bug dont on paie tous les conséquences sur notre retraite et notre épargne. Dans cette vidéo, on va lire le relevé de compte du pays, poste par poste. Vous allez comprendre ce que vous payez vraiment, pourquoi aucun gouvernement ne peut le corriger, et surtout, comment vous pouvez protéger votre épargne de ce modèle. Commençons par les recettes. On va regarder les chiffres de 2024. Cette année, l'État encaissait 1501,6 milliards d'euros. Alors, ce qu'on va vous présenter n'est pas une liste exhaustive, c'est simplement une partie de la décomposition. Et tout ça est public et consultable sur le site du gouvernement. La première, les cotisations sociales. La part salariale sur votre fiche de paie, mais aussi la part patronale que votre employeur verse sans que vous la voyiez. Ensemble, ça fait environ 555 milliards d'euros, 37% des recettes totales. La deuxième, la TVA. Invisible et automatique, prélevé à chaque achat, entre 5 et 20% de ce qu'on achète, environ 200 milliards d'euros, 13%. La troisième, la CSG, la contribution sociale généralisée. Moins connue que les deux autres, pourtant elle frappe tous les revenus sans exception. Salaire, retraite, revenus du capital, allocation, environ 130 milliards d'euros, soit 9%. Ces trois sources représentent à elles seules 59% des recettes. Et le reste, alors dans l'ordre, des taxes foncières et locales, 100 milliards d'euros, l'impôt sur le revenu, 90 milliards, seulement en 5e position, l'impôt sur les sociétés, 60 milliards, les recettes non fiscales, les dividendes, les redevances, les amendes, 50 milliards d'euros, ou les taxes carburant, particulièrement d'actualité, le tabac, l'alcool, 35 milliards. Et au total, toutes ces recettes confondues représentent 51,3% du PIB. Et parmi elles, les prélèvements obligatoires, les impôts, les cotisations, représentent environ 44% du PIB. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe et c'est très stable. Depuis l'an 2000, les recettes oscillent autour de 51 à 52% du PIB. Elles n'ont quasiment pas bougé. Et pourtant, les dépenses de l'État représentent environ 57,1% du PIB, ce qui donne un écart de 5,8 points de PIB, soit environ 170 milliards de déficit. Donc pour résoudre ça et réduire l'écart, l'État vient de durcir encore un peu la fiscalité en ce début d'année avec le budget 2026. Nouvelles taxes et hausse de prélèvements. Résultat, l'objectif est de 5,1% de déficit. On fera entrer encore un peu plus d'argent cette année, mais ça sera quand même largement insuffisant. Et vous allez voir tout de suite, ce n'est pas uniquement parce que l'État est irresponsable. On va aller regarder les dépenses et vous allez comprendre en voyant le dernier poste. Il y a un chiffre qui résume tout. 1670 milliards de dépenses en 2024, soit 57,1% de tout ce que produit le pays. Et où va cet argent ? Voilà comment c'est réparti. 15% vont aux collectivités locales, les mairies, les routes, les transports, les services de proximité. Ensuite, 56% des dépenses vont à la protection sociale, les retraites, la sécurité sociale, les allocations chômage, les aides au logement. C'est le gros du budget. Couper ici, ça veut dire toucher aux retraites, à la santé, au chômage, des droits sur lesquels des millions de Français comptent. Forcément, les politiques n'ont aucun intérêt à baisser ces dépenses. Puis, 28% vont aux dépenses de l'État central. L'éducation, la défense, la justice, la police. Couper là, ça peut vouloir dire peut-être moins de profs, moins de policiers, moins de juges. Ici aussi, ça relève de décisions très politiques. Mais il y a une dépense en particulier qui change la donne. 59 milliards qui ne financent aucun service. Ce sont les intérêts de la dette, la facture des déficits accumulés depuis 52 ans. Et cette ligne s'agrandit automatiquement chaque année. Et selon la Cour des comptes, en 2029, elle deviendra le premier poste de budget de l'État, devant l'éducation nationale, qui représente 60 milliards d'euros. Retenez bien ça, car on va y revenir. Donc au bout du compte, où couper ? La marge de manœuvre est infime, ou sujette à décisions très politiques. C'est là qu'on se rend compte que le budget de l'État correspond au modèle de société que le gouvernement met en place. Et ça fait complètement basculer le raisonnement. En réalité, ce n'est pas que les gouvernements ne veulent pas réduire les dépenses, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de marge de manœuvre. En tout cas, pas sans remettre en cause des droits acquis par des millions de Français. Ça soulève une question plus profonde. Pourquoi notre modèle a-t-il été construit avec autant d'engagements fixes ? Et là, une petite parenthèse historique s'impose. Voilà ce que la plupart des gens pensent quand ils entendent déficit public, mauvaise gestion, gaspillage, fonctionnaires trop nombreux, politique irresponsable. Alors,
il y a certainement une part de vérité, mais ce n'est pas tout. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut remonter aux années 70. C'est là que le modèle que l'on connaît aujourd'hui a été construit. La sécurité sociale, les retraites par répartition, l'hôpital public universel, tout ça a été dimensionné dans un contexte particulier. La France était en pleine croissance, à plus 5% par an. Les cotisations rentrent, les actifs sont nombreux, la démographie aussi était porteuse avec le baby-boom. Les caisses se remplissent plus vite qu'elles ne se vident. Et dans ce contexte, promettre des retraites généreuses, une sécurité sociale universelle, une fonction publique large, c'était à l'époque parfaitement entendable. Mais malheureusement, dans les années 80, la croissance s'est effondrée. Depuis 1980, la croissance structurelle française tourne autour de 1 à 1,5% par an. En 2026, Bercy table sur 0,7%. Le moteur a ralenti. Mais les engagements, eux, sont restés. Et c'est là que le bug apparaît clairement. Aujourd'hui, plus de 85% du budget de l'État est dit non discrétionnaire. Ça veut dire que l'argent est déjà fléché avant même que le gouvernement ouvre le dossier. Retraite, santé, charge de la dette. Ce n'est pas du gaspillage, ce sont des droits acquis. Des contrats passés avec des millions de Français. La marge de manœuvre réelle sur le gaspillage que vous entendez dans les débats, elle est finalement assez marginale. Alors pour rendre ça concret, imaginez une entreprise fondée dans les années 70. À l'époque, elle tourne bien, elle embauche, signe des CDI, promet des retraites à ses salariés, loue de grands locaux. Puis son marché rétrécit progressivement. Aujourd'hui, ses revenus ont chuté de 40%. Mais elle ne ferme pas boutique. Elle emprunte chaque mois pour payer les salaires. Peut-elle quitter les locaux ? Oui, mais le bail court encore. Peut-elle baisser les salaires ? Les contrats sont déjà signés. Peut-elle les licencier ? Oui, mais ça va coûter cher. La France, c'est un peu cette entreprise. Un modèle conçu pour une époque révolue, mais dont nous payons encore le coût aujourd'hui. Alors vous allez me dire, si c'est aussi structurel, comment se fait-il que la France tienne encore ? Avec ce niveau de déficit, les marchés auraient dû tirer la sonnette d'alarme bien plus tôt. Qu'est-ce qui maintient le système à flot ? Réponse courte, parce que la France emprunte et que les marchés lui prêtent. Chaque année, l'agence France Trésor, l'organisme qui gère la dette de l'État, emprunte sur les marchés obligataires. En 2026, 310 milliards d'euros empruntés, sans difficulté. On a fait une vidéo dédiée sur la dette. Alors si vous voulez creuser le sujet, allez la regarder. Mais ici, la question est, pourquoi les investisseurs acceptent-ils de prêter à un pays structurellement déficitaire ? Parce que la France est considérée comme une signature fiable. Grande économie, état stable, dette très liquide. Acheter des obligations françaises, c'est considéré comme un placement sûr. Mais cette confiance a un prix, et il monte. En 2020, la charge d'intérêt était de 35 milliards par an. En 2024, 59 milliards, presque doublé en 4 ans. En 2029, 107 milliards projetés. Chaque point de taux en plus, chaque année de déficit supplémentaire alourdit mécaniquement cette facture. Et en janvier 2026, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, membre de la BCE, a posé une limite très claire. Si le déficit dépasse 5% du PIB en 2026, la France entre en zone de danger. Ce qui maintient le système à flot, c'est donc la confiance des marchés. Mais cette confiance repose en partie sur quelque chose que peu de gens savent. Une partie de ceux qui prêtent à l'État français, c'est vous. Pas directement, mais via vos placements. Votre livret A, votre assurance vie en fonds euros, votre PEL, ces produits investissent en grande partie dans des obligations d'État françaises. Alors commençons par regarder la retraite. Le régime français est basé sur la répartition. Les actifs paient les retraités. Si vous voulez en savoir plus, nous avons dédié une vidéo complète sur le sujet. Mais pour vous expliquer rapidement, ça fonctionne quand il y a beaucoup d'actifs pour peu de retraités. Au moment de la création du système, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7 cotisants pour un retraité. Mécaniquement, le déficit du régime de retraite se creuse. Ce que ça signifie concrètement pour vous, nos grands-parents, eux, touchaient autour de 75 à 80% de leur salaire. Aujourd'hui, si vous êtes salarié, né après 1975, votre taux de remplacement, c'est-à-dire le pourcentage de votre dernier salaire que vous toucherez en retraite, sera en moyenne de 66% pour un employé non cadre, 2/3 de votre salaire. Donc en gros, si vous gagnez 3 000 € net aujourd'hui, votre retraite sera de l'ordre de 2 000 €. Et ce chiffre continue de baisser avec l'aggravation de notre situation économique et démographique. En clair, vous cotisez toute votre vie active pour financer les retraites au taux d'hier. Mais pour votre propre retraite, vous toucherez sensiblement moins et de moins en moins. C'est le deal implicite que le modèle vous propose. La deuxième conséquence sur votre épargne, c'est à quelle fin elle est utilisée. Voilà le mécanisme concret. Vous déposez de l'argent sur votre livret A. La Caisse des dépôts le collecte et le place en partie dans des obligations d'État françaises. Si vous avez une assurance vie, vous avez probablement de l'argent dans le fonds euro. Des fonds généralement investis à 70 ou 80% dans des obligations d'État,
notamment françaises. Alors voici comment ça marche, hein. Vous versez de l'argent, l'assureur le prend et le prête aux États, dont l'État français. L'État ensuite vous reverse des intérêts. C'est pour ça que votre argent est garanti, car l'État rembourse toujours. Et c'est pour ça que le rendement est faible, 1,5% sur le livret A et un peu plus de 2% sur les fonds euros. La conséquence, c'est qu'en pratique, vous prêtez à un État structurellement déficitaire. Alors, entendons-nous bien, le problème n'est pas de prêter à l'État en tant que tel, ce qui reste historiquement un investissement très stable et à raison. La logique du point de vue de l'investisseur est respectée. Le problème est que l'État a perdu le contrôle de ses dépenses il y a bien longtemps et qu'il utilise ses investissements pour soutenir son modèle déficitaire sans volonté de se réformer. Si ces investissements restent pour l'instant très fiables, il n'empêche qu'en tant que Français, ils nous poussent à conforter indirectement l'État dans sa fuite en avant. Il est néanmoins nécessaire d'investir, surtout avec la fin proche de notre système de retraite, comme on vous le disait tout à l'heure. Donc pour ceux qui souhaitent continuer d'investir sans cautionner ce système, vous pouvez toujours investir en assurance vie par l'intermédiaire des unités de compte. Notre contrat Louvre Infinity est idéal pour ça, avec des frais de gestion pour les unités de compte à 0,39%, des ETF ou encore un mode d'investissement en SCPI optimisé. Alors, si vous avez un projet d'investissement, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec nos conseillers ou découvrir notre plateforme. Les liens sont dans la description. Donc contrairement à ce qu'on peut voir dans nos nombreux discours catastrophistes, la France ne va pas s'effondrer demain. Mais force est de constater que notre modèle a été conçu pour une France avec une croissance à 5% par an, pas pour celle d'aujourd'hui à 0,7%. Sauf que ce modèle, des millions de Français comptent dessus. Mais il transfère progressivement son coût vers les actifs d'aujourd'hui. Fiscalité croissante, retraite publique moins généreuse et une épargne souveraine un petit peu moins stable. La dette grossit, les intérêts grimpent et la retraite que vous toucherez sera inférieure à celle de vos parents. Ce n'est pas un jugement politique, mais bien la trajectoire lisible dans les chiffres institutionnels. Alors, mieux vaut la comprendre maintenant et anticiper ses placements.